quelqu'un t'a peut-être dit ça un jour. Un vétérinaire, après que tu lui aies décrit le comportement de ton chien avec des mots qui impliquaient de l'émotion. Un proche, quand tu exprimais ce que tu ressentais pour lui. Un collègue, quand tu parlais de lui avec une tendresse qu'il ne comprenait-il pas tout à fait. Peut-être même quelqu'un en qui tu avais confiance qui t'a dit, avec l'air de te rendre service, « Tu sais, les chiens ne ressentent pas vraiment les choses comme nous. » C'est de l'instinct. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de la souffrance. Ce n'est pas de la peur au sens où tu l'entends. Et quelque chose en toi a su que c'était faux. Pas parce que tu es sentimental. Pas parce que tu projettes tes émotions sur un animal. Mais parce que tu vis avec ton chien. Parce que tu le regardes chaque jour. Parce que tu as vu des choses dans ses yeux, dans son corps, dans sa façon d'occuper l'espace autour de toi, qui ne ressemblent pas à de l'instinct mécanique. Et tu avais raison. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une opinion. Ce n'est pas une façon sentimentale de parler des animaux. C'est ce que des décennies de recherche en neurosciences, en psychologie animale et en biologie du comportement ont établi avec une rigueur que même les plus sceptiques ont du mal à contester. Ton chien ressent, vraiment, profondément, d'une façon qui ressemble bien plus à ce que tu vis toi-même qu'on ne te l'a dit. Et comprendre pourquoi on t'a dit le contraire aussi longtemps est aussi important que comprendre la vérité elle-même. D'où vient l'idée que les animaux ne ressentent rien? Pour comprendre pourquoi cette idée a existé et pourquoi elle persiste encore dans certains esprits aujourd'hui, il faut remonter à son origine. Et cette origine a un nom précis, René Descartes. Au XVIIe siècle, ce philosophe français a proposé une vision du monde qui allait dominer la pensée occidentale pendant 3 siècles. Dans sa conception, les animaux étaient des automates, des machines biologiques, des mécanismes complexes dont le comportement pouvait s'expliquer entièrement par des processus mécaniques, sans faire appel à quoi que ce soit qui ressemble à une conscience, à une pensée ou à une émotion. Quand un animal semblait souffrir, selon Descartes, il ne souffrait pas au sens où tu souffres toi. Il produisait simplement une réponse mécanique à un stimulus, comme une horloge qui sonne quand l'heure est atteinte. Le son de la cloche n'implique pas que l'horloge ressent quelque chose. Le cri d'un animal blessé n'implique pas qu'il souffre. Cette vision avait une utilité très concrète à l'époque. Elle permettait de justifier l'utilisation des animaux dans des expériences scientifiques sans anesthésie, dans des conditions que nous qualifierions aujourd'hui de torture, sans que les chercheurs aient à se confronter à la question morale de ce qu'ils faisaient vraiment subir à des êtres conscients. Si l'animal ne ressent rien, il n'y a pas de problème éthique. C'est une idée confortable. Et les idées confortables ont tendance à durer. La pensée cartésienne a infiltré la médecine vétérinaire, la recherche scientifique, l'élevage industriel et, d'une façon plus diffuse, la culture populaire. Elle a créé un cadre intellectuel dans lequel parler des émotions animales était considéré comme du sentimentalisme, comme de l'anthropomorphisme naïf, comme une façon enfantine de ne pas comprendre ce qu'est vraiment la nature. Et ce cadre a mis très longtemps à être démantelé. Ce que le cerveau de ton chien révèle. En 2012, un groupe de neuroscientifiques, parmi les plus respectés au monde, dont le docteur Jaak Panksepp, pionnier de la neurobiologie affective, a signé ce qui est devenu l'un des documents scientifiques les plus importants sur la question des émotions animales. La Déclaration de Cambridge sur la conscience. Ce document, signé en présence de Stephen Hawking, établit de façon formelle et consensuelle que les mammifères non humains, les oiseaux et de nombreuses autres espèces possèdent les substrats neurologiques qui génèrent des états de conscience. En termes simples, leur cerveau est câblé pour vivre des expériences subjectives. Ce n'est pas une déclaration d'opinion. C'est le résultat de décennies d'observations convergentes issues de disciplines différentes, de la neurologie, de l'éthologie, de la biochimie, qui toutes pointaient dans la même direction. Mais voici ce qui est particulièrement significatif pour ton chien spécifiquement. Le cerveau du chien
et le cerveau humain partagent des structures fondamentales. Le système limbique, qui est le siège des émotions chez les mammifères, est présent chez le chien dans une forme très similaire à la forme humaine. L'amygdale, qui traite la peur. L'hippocampe, impliqué dans la mémoire émotionnelle. Le noyau codé, associé à l'anticipation des récompenses et à l'attachement social. Toutes ces structures existent chez ton chien. Toutes produisent les mêmes types de réponses chimiques que chez toi. Le docteur Gregory Berns, neuroscientifique à l'université Emory en Géorgie, a utilisé l'IRM fonctionnel pour scanner le cerveau de chiens éveillés et coopérants pendant différentes expériences émotionnelles. Ces résultats ont été publiés dans des revues scientifiques de premier plan et ont produit une conclusion qui ne laisse plus de place au doute raisonnable. Les chiens ont des expériences émotionnelles subjectives positives et négatives, et leur cerveau les traite d'une façon structurellement similaire à la façon dont le cerveau humain traite les siennes. Ce n'est pas de la métaphore, ce n'est pas de la projection, c'est de la neurologie, ce que ton chien ressent concrètement. Voici maintenant ce que la science a établi sur des émotions spécifiques. Pas de façon vague ou générale, de façon précise et documentée. La joie d'abord. Le docteur Jaak Panksepp a passé une grande partie de sa carrière à étudier ce qu'il a appelé le système Seeking, le système de recherche et d'anticipation du plaisir présent chez tous les mammifères. Ces recherches ont montré que les chiens, comme les humains, libèrent de la dopamine en anticipant quelque chose qu'ils aiment. Cette libération de dopamine, ce frémissement d'excitation avant la promenade, avant le jeu, avant ton retour à la maison, est biologiquement indiscernable de ce que tu vis toi-même quand tu anticipes quelque chose de bon. Les fameux zoomies, ces courses folles que ton chien fait parfois pour des raisons apparemment inexplicables, ont été étudiées et correspondent à une expression comportementale de joie pure, une montée d'énergie positive que le corps doit décharger d'une façon ou d'une autre. La peur ensuite. Elle est peut-être l'émotion la mieux documentée chez les chiens parce qu'elle a des manifestations physiologiques mesurables. Quand un chien a peur, son cortisol monte, son rythme cardiaque accélère, ses pupilles se dilatent, sa respiration se modifie. Ses réponses sont identiques dans leur mécanisme aux réponses humaines à la peur. Identiques, pas similaires, identiques. Ce que cela signifie concrètement, quand ton chien tremble pendant un orage, quand il se recroqueville chez le vétérinaire, quand il évite certaines personnes ou certains endroits, ce n'est pas du comportement mécanique. C'est de la peur vécue subjectivement, avec une expérience intérieure réelle. Et la souffrance. C'est peut-être le point le plus lourd de conséquences pratiques. Pendant des décennies, la médecine vétérinaire a sous-traité la douleur animale parce que la pensée dominante était que les animaux n'avaient pas la même expérience subjective de la douleur que les humains. Des chirurgies étaient pratiquées avec des anesthésies insuffisantes. Des récupérations post-opératoires étaient gérées sans antidouleur adéquat. Aujourd'hui, la médecine vétérinaire moderne a intégré ce que la neuroscience confirme. Les chiens possèdent les mêmes voies nociceptives que les humains, les mêmes récepteurs à la douleur, les mêmes mécanismes de transmission et de traitement de la douleur. La douleur que tu ressens quand tu te blesses, ton chien la ressent quand il se blesse. Pas une version atténuée ou mécanique. La même est l'attachement. La recherche sur l'attachement canin a produit des résultats qui ont surpris même les chercheurs les plus prudents. Des études utilisant le protocole de la situation étrange, la même procédure utilisée pour mesurer l'attachement chez les enfants humains, ont montré que les chiens forment avec leurs propriétaires des liens d'attachement qui reproduisent très fidèlement les patterns d'attachement humain. Attachement sécure, attachement anxieux, attachement évitant. Les mêmes catégories, les mêmes comportements, les mêmes réponses physiologiques à la séparation. Ce que ton chien ressent pour toi n'est pas de l'instinct social générique, c'est de l'attachement, spécifique à toi, calibré sur toi, différent de ce qu'il ressentirait pour quelqu'un d'autre. Pourquoi certains refusent encore de l'admettre? Si la science est aussi claire, pourquoi cette idée persiste-t-elle? Il y a plusieurs réponses à cette question,
et aucune d'elles ne parle vraiment de la science. La première est économique. L'industrie de l'élevage intensif, l'industrie des expériences animales, certains secteurs de l'agriculture ont un intérêt considérable à ce que la question des émotions animales reste floue. Reconnaître formellement et universellement que les animaux souffrent de la même façon que les humains créerait des obligations légales et éthiques dont les conséquences économiques seraient massives. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une observation sur la façon dont les intérêts économiques influencent les paradigmes intellectuels. La deuxième est philosophique et religieuse. Dans certaines traditions, la conscience et l'âme sont des attributs exclusivement humains. Reconnaître une vie intérieure riche chez les animaux perturbe des cadres de pensée profondément ancrés sur la place spéciale de l'humain dans la création. La troisième est psychologique. Admettre que les animaux ressentent pleinement implique d'examiner de façon inconfortable un grand nombre de pratiques ordinaires. Ce qu'on sert dans une assiette. Comment sont traités les animaux dans les espaces industriels? Ce que signifie vraiment abandonner un animal. Ces implications sont difficiles à vivre et il est plus confortable de ne pas les traverser. Et la quatrième est simplement l'inertie intellectuelle. Les idées qui ont dominé pendant longtemps laissent des traces dans les formations, dans les manuels, dans les réflexes de pensée. Certains vétérinaires et certains scientifiques répètent aujourd'hui des positions apprises dans des formations qui elles-mêmes avaient été conçues dans un contexte intellectuel d'une autre époque. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est de l'inertie. Mais l'inertie ne change pas les faits, ce que ça change dans la façon dont tu regardes ton chien. Tu vivais peut-être déjà avec la certitude que ton chien ressentait, que ses yeux ne mentaient pas, que sa façon d'être près de toi n'était pas mécanique, et peut-être que quelqu'un, à un moment, t'avait fait douter, t'avait donné l'impression que tu projetais, que tu anthropomorphisais naïvement, que tu avais besoin de croire ça parce que tu l'aimais, mais que la réalité était plus froide. Ce que tu viens d'entendre, c'est la confirmation que ton intuition était juste. Pas parce que l'amour rend clairvoyant, même si parfois il le fait, mais parce que ce que tu observais chaque jour était réel. Les signaux que tu lisais dans son corps, dans ses yeux, dans la façon dont il répondait à tes états émotionnels, tout ça correspondait à quelque chose de réel qui se passait à l'intérieur de lui. Mais cette confirmation change aussi quelque chose d'autre. Elle change la responsabilité. Parce que, si ton chien ressent vraiment la joie et la peur, et la douleur, et l'attachement, et la solitude et le stress, alors la façon dont il vit au quotidien n'est pas une question d'alimentation et d'exercice seulement. C'est une question de vie émotionnelle. C'est une question de sécurité psychologique. C'est une question de qualité de l'expérience subjective de chaque jour. Les longues heures, seules sans stimulation, ne sont pas juste de l'ennui au sens humain du terme. Elles sont vécues. La peur n'est pas une réaction à gérer par la correction. Elle est une souffrance à comprendre et à soulager. L'attachement n'est pas de la dépendance comportementale à corriger. C'est un lien profond qui mérite d'être traité comme tel. Et l'amour qu'il te porte, cet amour qui revient chaque matin, chaque soir, après chaque absence, sans condition, sans calcul, sans fatigue, cet amour-là n'est pas de l'instinct. C'est de l'amour, avec tout ce que ce mot contient de réel, de biologique, de profond et d'irréductible. Et maintenant, tu as la science pour le dire à voix haute. La prochaine fois que quelqu'un te dit que ton chien ne ressent rien, tu sais quoi répondre. Pas avec de la colère, pas avec du sentimentalisme, avec des faits et avec la sérénité de quelqu'un qui a toujours su la vérité et qui vient de voir la science la confirmer.